Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour Patrick Arbiaz. Bonjour Pablo. Alors, vous êtes militant de la coopérative d'une coopérative qui s'appelle Écologie Sociale et vous êtes aussi gilet jaune du comité Paris 20e Sud. C'est ça. Justement, vous venez de publier un ouvrage aux éditions du Croquant. Voilà. Exactement. Les gilets jaunes, documents et textes, qui est un peu un carnet de bord analytique sur les gilets jaunes dans lequel vous recensez, vous archivez pas mal de textes des gilets jaunes. Alors, vous dites que les Gilets jaunes, c'est un mouvement social écologique. Alors, ça veut dire quoi? Parce que moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de social écologique, c'était genre dans les travaux d'Éloi Laurent et oui. dans la bouche de Laurent Fabius pour parler du Parti socialiste. Oui. Non, moi, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Je dis d'ailleurs que ce n'est pas un mouvement social écologique. Je me dis exactement que c'est un mouvement de survie sociale écologique de masse, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une écologie libérale et puis une écologie des pauvres. Cette écologie des pauvres, elle a été théorisée en Amérique latine, même en Amérique du Nord à travers le mouvement de la justice environnementale, sur tous les continents où les gens se battent pour leur survie. Mais en Europe, jusqu'ici, finalement, les écologistes étaient issus des classes moyennes, supérieures, aisées et ayant un capital culturel assez fort. Là, on est en train de voir surgir des profondeurs du peuple un mouvement de masse qui pose la question du droit à l'existence, qui est une question profondément écolo, et qui pose des problèmes posée par les écologistes depuis des dizaines d'années. La question des transports, la question de l'étalement urbain et de l'aménagement du territoire, la question de la précarité énergétique, la question du prix du carburant. Tout ça s'est fait d'ailleurs à travers la contestation d'une taxe qui était une véritable arnaque, puisqu'elle n'allait pas à l'écologie d'une part, mais en même temps, elle ne touchait pas le kérosène des avions, l'essence des transports routiers ou de la marine marchande, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui pose les problèmes à partir de ses besoins populaires des questions qui sont à la fois sociales et écologiques. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la sociale écologique de Laurent Fabius ou d'Éloi Laurent, qui est la social-démocratie appliquée à ça. Moi, c'est en fait, on peut l'appeler aussi écologie populaire ou écologie sociale. Deuxièmement, il y a également un aspect au-delà des revendications, c'est la question de la désobéissance civile, qui est une idée qui a été lancée aussi par les écologistes, le premier David Thoreau au XIXe siècle, ensuite suivi par Gandhi, Martin Luther King, etc., jusqu'aux faucheurs d'OGM. La question du degré de violence, c'est une autre question, mais l'illégalisme ou la contestation de lois illégitimes, ça c'est les... Et puis il y a un troisième aspect très important qui ressort aussi de l'écologie, c'est la fraternité des ronds-points, que les philosophes et des écologistes appellent le convivialisme, tout simplement. C'est-à-dire de se retrouver en tant que grande famille élargie autour de chaque rond-point, sur chaque parking, etc. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai dit effectivement que ce mouvement était un mouvement de survie sociale écologique de masse extrêmement important, parce qu'on parle par exemple des peuples indigènes qui se battent contre l'extractivisme. Ils ne se battent pas par idéologie contre l'extractivisme, ils se battent pour survivre eux-mêmes. Eh bien, les gilets jaunes, c'est pareil. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, par rapport à tout ce que vous dites, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'ils sont aussi écosocialistes? Qu'est-ce qui fait flipper dans ce terme? Pourquoi ils ne peuvent pas se revendiquer de l'écosocialisme? Je pense que moi, je ne suis pas écosocialiste, je suis d'écologie sociale. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je pense que aujourd'hui, faire un copier-coller entre l'écologie et le socialisme n'a pas beaucoup de sens. L'écologie, c'est une idéologie politique à part entière. Alors d'abord, les gilets jaunes, ils se disent ni écologistes sociaux, ni social-écologistes, ni écosocialistes. Ça n'a pas de sens. Simplement, moi, je caractérise ce mouvement comme, disons, d'écologie sociale ou sociale-écologique, parce qu'il y a des racines aujourd'hui
les crises sont à la fois sociales et à la fois écologiques. Et on peut maintenant distinguer très très difficilement. Il y a un très bon bouquin qui vient de sortir sur l'effondrement de l'Empire romain, qui explique que les causes étaient à la fois climatiques, mais également sociales et politiques de l'effondrement. Donc il n'y a pas un effondrement qui viendrait comme ça, qui serait simplement écologique ou simplement social. C'est des crises qui sont totalement liées. Alors, vous dites aussi que c'est un mouvement qui est en auto-organisation et en auto-gouvernement. Oui. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça? Est-ce que ce n'est pas précisément un mouvement plutôt brownien, c'est-à-dire qui part un peu dans tous les sens, et ce qui pourrait aussi en faire sa beauté et son intérêt d'ailleurs? Vous n'avez pas totalement tort là-dessus. Simplement, je dis que concrètement, les gens se sont emparés de leur action eux-mêmes. Et par exemple, il y a quelque chose qui est très très fort que moi j'ai constaté à Commercy, à l'Assemblée des Assemblées, où il y avait une centaine de délégations des Gilets jaunes de toute la France, c'est que les gens exigent de leurs représentants, quand ils les élisent, et ils ne les appellent pas représentants, ils les appellent délégués, qu'ils respectent le mandat de façon très très précise. Ils ont un mandat impératif. Un mandat absolument impératif, et c'est quelque chose qui revient en permanence. Que d'ailleurs les barrages ou les ronds-points soient organisés de façon formelle ou non. Hein, ils ne veulent pas. C'est pour ça d'ailleurs que tous les porte-parole sont des porte-parole autoproclamés eux-mêmes et désignés par les médias et pas par les gens eux-mêmes. Et qu'un des problèmes de ce mouvement, c'est pour ça que vous l'appelez un peu brownien, c'est qu'il a beaucoup de difficultés justement à déléguer, parce qu'il y a une volonté de contrôler totalement sa propre action. Et sa représentation. Et sa représentation, évidemment. Mais du coup, quelle suite on peut envisager à ce mouvement? Enfin, comment est-ce qu'on peut imaginer en fait qu'il perdure dans le temps? Et alors, c'est déjà très intéressant ce qu'il a fait dans le champ politique et dans le champ social. Mais comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait transformer l'essai, si tant est ou juste de le faire perdurer? Parce que ça peut disparaître aussi, comme a disparu une expérience aussi belle que Nuit debout, par exemple. D'abord, oui, vous avez raison sur la référence, mais je dirais même, je vais plus loin, parce que moi je pense que ce mouvement prend ses racines, y compris dans la Révolution française, hein, par ses références, etc., le serment du jeu de paume, la Marseillaise, le drapeau français, etc. Mais où a amené la Révolution française au moment où elle était en plein dans l'organisation des sans-culottes, il n'y a que l'histoire qui l'a dit, donc moi j'en sais absolument rien. Je dirais que, et de même, est-ce que la Commune, qui a été massacrée 100 jours après avoir débuté, qu'est-ce qu'elle a amené pratiquement sur le moment? Donc, oui, mais c'est pas, ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple, il y a des tentatives actuellement, par exemple, d'organiser les Gilets jaunes en liste pour les élections européennes. Et on voit que c'est assez compliqué, là, Ingrid Levasseur s'est retirée de la liste. Enfin, c'est complexe. Sur ça, pour moi, la référence, c'est quand même la première assemblée des assemblées qui a eu lieu les 25 et 26 janvier à Commercy dans la Meuse. Là, il y avait des points d'accord qui ont été difficiles à construire, mais il y avait un point évident pour tout le monde, c'est qu'il refusait une liste pour les européennes. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a eu des débats approfondis sur la question des élections dans un groupe de travail, que par exemple, il n'y aura pas des initiatives au moment des municipales, parce que là, on contrôle localement ce qui se passe. Je sais qu'à Commercy, les Gilets jaunes de Commercy en discutent entre eux, de faire des listes citoyennes. Donc là, je pense qu'il y aura un moment d'émergence de listes. Pour les européennes, il y aura peut-être une liste, parce qu'on trouve toujours un sponsor qui met 800 000 à 1 million d'euros, que ce soit à Marseille ou à Paris, pour soutenir une liste. Donc c'est peut-être possible qu'elle se passe, surtout si elle est soutenue par le mouvement 5 étoiles en Italie, mais elle ne sera pas représentative des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, l'intérêt des Gilets jaunes, c'est aussi que le spectre est extrêmement large. Il y a effectivement des fascistes et il y a effectivement des militants d'extrême gauche, mais 80-90% de ce mouvement, c'est fait par des primo-manifestants, par des gens qui simplement se battent pour leur survie, quoi.
Alors, vous parlez beaucoup dans votre ouvrage, d'ailleurs, sans le convoquer, si ce n'est dans la bibliographie, vous parlez de sociologie, de la sociologie des Gilets jaunes, vous parlez de la géographie des Gilets jaunes. Et alors, il y a un nom, en fait, que vous citez dans la bibliographie, donc pas dans votre ouvrage, c'est celui de Christophe Gully avec la France périphérique. Est-ce que vous pensez que finalement, les Gilets jaunes, c'est un peu le triomphe de la théorie de Gully ? C'est-à-dire des deux France qui s'opposeraient, la France des centres et des métropoles versus la France rurale et... Je pense que, y compris, ces livres posent des problèmes qui sont parfois de bonnes questions, mais souvent de mauvaises réponses, y compris celle-ci, parce que, il faudrait différencier dans les métropoles entre les banlieues et les centres urbains. Mais au-delà de ça, il a repéré quand même un point qui me semble extrêmement important dans ce mouvement, c'est que ceux qui ont débuté ce mouvement, aujourd'hui ça se modifie, parce qu'on est au bout de 3 mois, c'est des gens qui ont été piégés socialement dans les zones périurbaines. Piégés socialement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 70 à 80% de leur budget est contraint par le remboursement des traites, souvent les petits pavillons, etc., par le transport, ça a été la question de l'écotaxe, mais pas seulement, et puis par la précarité énergétique, parce qu'il faut payer le fioul, etc., etc. Et en plus, parce que les centres-villes ont été désertés, donc il faut aller dans les petites villes, il faut aller beaucoup plus loin, parce que les services publics ont disparu, etc. Donc c'est une population qui a cru au slogan « Vous pouvez choisir votre vie ». Qui est celui de Macron, mais qui a été celui de beaucoup de libéraux dès les années 80. Sauf qu'ils ont essayé, ils l'ont fait, ils ont cru à ces promesses, et ils se sont retrouvés complètement piégés. Finalement, au 15 du mois, on peut plus vivre, on ne peut plus faire un resto, aller au cinéma. Et d'abord, il n'y a pas de cinéma, il y a plus rien. Et donc, la vie devient un enfer. Ajoutez ça qu'il y a beaucoup de retraités parmi ces gens-là, et donc, ils sont en plus attaqués violemment depuis 2 ans par Macron. Donc, tout ça fait qu'effectivement, c'est une population qui n'était jamais apparue dans les radars, qui est une population, disons, je dirais prolétaire, à tous les niveaux, et elle émerge comme une force nouvelle. Alors bon, elle est d'abord du périurbain, mais aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de bouc émissaire comme les immigrés, etc., à l'intérieur, parce que les gens se sentent d'abord solidaires en tant que bloc populaire. Et ceux qui y identifient comme l'ennemi, c'est le bloc bourgeois. Oui, non mais c'est intéressant ce que vous dites parce que en fait à partir du moment où précisément les Gilets jaunes définissent leur identité autour de cet éloignement des centres urbains, etc., est-ce que de facto ça n'éloigne pas, ça n'exclut pas justement les quartiers populaires et les banlieues, par exemple en Ile-de-France, où les Gilets jaunes sont beaucoup moins mobilisés que… D'abord, il y a une petite évolution, ce soir même, jeudi, il va y avoir une coordination Île-de-France, ce sera la 2e fois, et il y a une multiplication des collectifs sur Paris et surtout sur la région parisienne. La semaine dernière, il y a eu 1000 étudiants, ouvriers CGT, Gilets jaunes, qui ont bloqué Rungis, donc ça commence à évoluer. Il y a le comité Adama qui, dès les premières manifestations, a été présent. Mais c'est vrai, en même temps, qu'il y a… une des raisons d'ailleurs, c'est que quand vous allez chez les jeunes de quartier, ils n'ont pas la mémoire courte. Ils disent d'abord, en 2005, il n'y avait personne. Ils l'avaient dit déjà aux gens de Nuit debout. Personne pour nous aider quand il y a eu les émeutes. Mais deuxièmement, les violences policières, ça fait longtemps qu'on les subit. Ça fait longtemps qu'on les subit. Vous commencez à les voir, mais nous, on les vit depuis longtemps. Mais ce que je trouve formidable dans ce mouvement, c'est que malgré la pression des médias, malgré la présence de groupes fascistes avérés, il n'y a pas stigmatisation ni des banlieues, ni des immigrés, etc. à l'intérieur. Ce n'est pas une question qui est posée par le mouvement. Et ça, c'est en tout cas de façon extrêmement minoritaire, ou alors par des trolls au moment du parc de Marrakech qui ont investi un des principaux moyens d'expression des Gilets jaunes, les groupes Facebook, quoi. Mais dans la réalité, à part quelques événements, mais vraiment très circonscrits, cette question n'est pas posée. Par contre, la question de l'unité de ce bloc populaire, là, il est posé. Parce que comment on construit
pas seulement d'ailleurs avec les quartiers populaires, mais aussi avec les gens qui étaient à Nuit debout. C'était quoi? C'était des jeunes précaires, citadins, qui avaient un capital culturel aisé, mais qui n'avaient pas de boulot. Donc cette jonction, elle est posée en creux par les Gilets jaunes, parce qu'ils posent massivement la question sociale, mais elle n'est pas posée encore politiquement. Et c'est ça qui fait la force de Macron. Ce qui fait la force de Macron, c'est que lui, il a unifié son bloc bourgeois, qui est même d'ailleurs élargi, puisque maintenant il se revendique de l'ordre. Hein. C'est pas seulement du libéralisme libertaire, etc. C'est maintenant mon libéralisme à moi, c'est le libéralisme de l'ordre autoritaire, c'est presque de l'illibéralisme, quoi. Alors, vous dites que les banlieues, les immigrés, etc., ne sont pas stigmatisés par les Gilets jaunes. Il y a des structures, oui. Non, mais il y a des structures qui sont un peu plus stigmatisées, ou au moins il y a beaucoup de défiance. C'est les partis politiques, les syndicats, etc. Est-ce que vous considérez que c'est plutôt un handicap en fait de ne pas utiliser ces structures déjà existantes, ou que au contraire c'est une force qui pourrait faire naître en fait d'autres types de mobilisation? Non, mais c'est inhérent au mouvement. Il est parti, entre autres, on l'a dit tout à l'heure, d'une crise fondamentale de la représentation. Et en première ligne, évidemment, étaient les partis, mais pas seulement. La presse, par exemple, est extrêmement contestée. Les syndicats aussi, bien que dans la dernière période, et l'appel de Commercy a contribué aussi à ça, et même Éric Drouet a appelé à la manifestation du 5. Donc il y a une évolution. Cette évolution, elle est intéressante parce que ça montre les limites à la fois, évidemment, des syndicats qui... depuis 20 ans, n'avaient jamais gagné, alors que les Gilets jaunes ont gagné, mais en même temps, en limitant leur action à la production, sont un peu dans une impasse avec le capitalisme moderne, qui est un capitalisme d'expulsion. Les Gilets jaunes, sans là non plus en avoir conscience, sont attaqués à la circulation de la marchandise. Et ont bloqué les centres commerciaux, les raffineries, etc., etc. Et donc ont contribué à une autre idée de lutter contre le capitalisme qui ne peut pas se limiter à l'incantation, à une grève générale qui n'arrive jamais. Donc je pense que ça c'est important. En même temps, ils ont aussi remis en cause de fait le rôle d'intégration au système qu'ont les confédérations souvent, et qui est constaté par leurs militants eux-mêmes. C'est pas donc je crois qu'il y a en soi, et par l'utilisation aussi massive des réseaux sociaux, les Gilets jaunes, c'est 2000 groupes Facebook, donc c'est une autre façon aussi d'envisager l'organisation à l'époque du numérique. Il y a un bouleversement des codes et de la grammaire des organisations traditionnelles, qu'elles soient partis, syndicats, etc. Et même presse d'ailleurs. Alors, j'ai une dernière question, Patrick Farbiaz, c'est celle du vote. Comment ça se fait que, quand on voit la liste des revendications, c'est des revendications qui sont quand même honnêtement plutôt portées par la gauche, comment ça se fait que les seuls qui arrivent à tirer leur épingle du jeu lorsqu'on regarde les sondages, bon, si tant est que ça veut dire quelque chose, les sondages, comment ça se fait que ça soit que le Rassemblement national et Marine Le Pen qui arrivent à continuer à monter dans les sondages? Pourquoi c'est que eux qui... Alors, d'abord, il faut constater quand même qu'il y a une antériorité du Rassemblement national et de Marine Le Pen sur la question de l'antisystème, et que les Gilets jaunes se sont aussi construits dans cette idée de l'antisystème. Que deuxièmement, il faut reconnaître aussi qu'il y a une crise terrible de la gauche qui est à la fois assimilée au quinquennat de Hollande et de tout ce qui est arrivé avant, et en même temps, dans sa fraction, disons, des insoumis, le populisme de gauche théorisé par Chantal Mouffe, à travers l'incarnation d'une personne, ne fonctionne pas pour les raisons que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que les gens ne veulent se représenter eux-mêmes. Et donc, mais pourtant, Marine Le Pen, on ne peut pas non plus dire que ça Non, mais moi j'ai dit Marine Le Pen, c'est pas parce que c'est l'antériorité de son combat. C'est l'antériorité de son combat sur la question du système qui marque, et surtout que d'abord, elle n'a pas monté formidablement, elle est restée à peu près au même point, c'est-à-dire, bon, en gros,
son niveau d'étiage, il est dans les sondages en tout cas, entre 20 et 25 ou même 28. Bon, donc ça n'a pas bouleversé la donne. Ce qui est préoccupant, c'est qu'à gauche, il n'y a strictement aucune alternative. Et on voit d'ailleurs que quand il y a des sondages sur une liste de gilets jaunes, ça prend autant à Marine Le Pen qu'à Jean-Luc Mélenchon ou au reste. Donc non, je pense qu'en fait, ce qui est notable dans les sondages, en réalité, et c'est pas assez souligné par les commentateurs, et c'est ça le vrai problème politique, c'est quand je dis il y a unification du bloc bourgeois, en fait Macron, à travers cette crise, c'est beaucoup plus notable que Le Pen, est en train de se renforcer. Parce qu'il est passé de sa base finalement de 18% d'inscrits ou de 23% qui ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle à près de 27, entre 27 et 30%, parce que finalement il bouffe la droite libérale classique, hein, celle de Wauquiez. Aujourd'hui il n'y a plus de différence entre cette droite et Macron, les centristes et les libéraux et les sociaux-libéraux qui l'ont rejoint. Et donc il y a unification autour d'un bloc bourgeois très fort qui vaut entre 25 et 30%, disons, et puis l'ensemble du reste qui est majoritaire, mais qui est extrêmement divisé. Donc la construction enfin notre rôle, si tant est qu'on en a un, c'est d'arriver à construire un bloc populaire. Est-ce que ça se fera à travers les gilets jaunes? Pour moi, c'est un bloc populaire. Vous l'appelez de gauche, oui. Je ne sais pas si Marine Le Pen veut faire son bloc populaire de droite, enfin d'extrême droite, c'est quand même. Non, mais le bloc populaire sera évidemment contre l'extrême droite, de mon point de vue. Simplement, je pense que certains, en voulant absolument dire, voilà, on est de gauche, sans vouloir faire l'inventaire en même temps de ce qui s'est passé depuis, pas seulement les derniers quinquennats, mais depuis beaucoup plus longtemps. Se trompe fondamentalement. Et de ce point de vue-là, par exemple, la question de l'écologie, est-ce qu'elle est de gauche? Pour moi, elle est de gauche, mais elle est d'abord, elle fait partie de la résolution du problème de ce que j'appelle le bloc populaire, quoi, hein. Elle doit être moteur dans ce bloc. Donc voilà, moi ce que je pense là, c'est qu'on est dans une période absolument historique, comme on n'en a pas beaucoup vécu, et que le mouvement des Gilets jaunes, quel que soit son devenir, et je ne suis pas un devin, je ne sais absolument pas ce qui se passera dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, est en train de recomposer tout le paysage politique, et beaucoup plus fortement que l'a fait par exemple Nuit debout. En même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se place dans le cadre d'une résistance face aux conséquences de la mondialisation capitaliste, qui a commencé depuis la révolte du Chiapas en 1994. Hein. C'est passé par le mouvement altermondialiste, c'est passé par le mouvement des places, c'est des indignés, etc. C'est passé par les révolutions citoyennes, soit en Amérique latine, soit dans les pays arabes. Et d'une certaine façon, on est en train de vivre avec les Gilets jaunes un nouveau moment de cette résistance contre la mondialisation capitaliste, parce que c'est ça qui structure aujourd'hui ce mouvement. Quand ils disent rendez-nous l'ISF, quand on dit contre l'évasion fiscale, etc. Y compris on s'attaque au consumérisme, parce que là c'est pas non plus dans l'idéologie écolo comme ça qu'ils l'ont fait. Ils sont attaqués au Black Friday en novembre, ce que j'explique dans mon bouquin. Bon, donc je crois que tout ça fait qu'on est en train, à travers les Gilets jaunes, mais qui d'ailleurs c'est un mouvement presque mondialisé, hein. On trouve des Gilets jaunes en Irak, en Jordanie, dans beaucoup de pays d'Europe, en Europe, en Belgique, etc., donc partout, au Canada aussi. Donc parce que d'ailleurs le Gilet jaune, c'est c'est aussi le symbole de tous les invisibles. Hein, qui veulent devenir visibles, et parce que tout le monde a un gilet jaune, sauf peut-être aux États-Unis où là chaque État décide s'il y a un gilet jaune ou pas. Donc y compris par ces moments d'identification, ces moments d'organisation à partir entre autres du numérique, on retrouve quelque chose là qui va marquer l'époque qui vient, hein, d'une certaine façon. Je pense pas que c'est l'insurrection qui vient, mais c'est les révolutions populaires qui viennent, quoi. Merci beaucoup, Patrick Farbiaz. Merci.